Alors, on va poursuivre la matinée avec la présentation par l'entreprise Eptica d'une solution d'utilisation des verbatims, de la linguistique qui nous sera présentée par Claire Ravel de l'INSEE, Cécile Potier d'Eptica et Ombline Blondel de Joigny d'Eptica aussi. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de la puissance de la linguistique et vous expliquer et vous faire comprendre ce que vos clients veulent vraiment vous dire. Eptica, ça fait maintenant quelques années qu'on participe au Salon Stratégie Client et cette année, on a décidé de faire une conférence sur le Salon e-marketing parce qu'on est persuadé aujourd'hui que les écrits entre le client et une marque qui transite dans un outil de gestion de relations clients et va être une information extrêmement utile pour le service marketing, pour d'autres services dans l'entreprise, mais spécifiquement pour le service marketing. Donc, on va vous mettre en lumière la linguistique, la définition de la linguistique, vous expliquer à quoi ça sert dans les interactions clients. Ensuite, on a la chance d'accueillir avec nous Claire Ravel, responsable centre de contact de l'INSEE, qui nous fera une présentation et nous expliquera son utilisation de la linguistique. Et puis, Cécile Potier, qui est directrice, chef de produit linguistique chez Eptica, qui nous parlera du cas client l'Occitane, qui a analysé également ces verbatims au profit du service marketing pour comprendre ce que voulaient vraiment dire leurs clients. Donc on va commencer par vous expliquer donc, la linguistique. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est très clair, pour certains le mot linguistique est peut-être familier. Donc la linguistique, en fait, l'analyse linguistique, elle va vraiment vous permettre de comprendre les verbatims, les mots utilisés par vos clients. Les mots, les expressions et le sentiment spontané du client lorsqu'il va s'adresser à une marque. Donc, vous avez un ordinateur, un texte, c'est un flux de caractères. L'idée de la linguistique, ça va être de structurer cette information et de faire le rôle de traducteur entre l'ordinateur et le langage naturel employé par le client. Donc, voilà, je pense que j'ai à peu près résumé ce qu'était que la linguistique. On pourra développer ensuite. Et puis, Cécile nous parlera d'exemples concrets. Donc, cette linguistique, c'est donc des échanges entre les clients et une marque, donc des clients qui vont s'adresser spontanément à une entreprise via différents canaux, donc des canaux qui peuvent être des canaux digitaux comme l'email, le web, le chat, les réseaux sociaux. Donc ils vont s'adresser à cette marque, ces interactions, elles vont rentrer, ces échanges, les mots qu'il va utiliser. On va faire une recherche sur ces échanges clients. On va ensuite pouvoir structurer l'information. Donc, comment est-ce qu'on va la structurer? Par exemple, si vous avez un email qui arrive, on va en prendre uniquement la partie significative. Parce que dans un email, vous avez l'en-tête, vous avez la signature, vous avez les formules de politesse, vous avez l'historique des échanges que vous avez pu avoir avec le client. Donc, on va se contenter uniquement de la partie intéressante de l'email, la partie significative pour pouvoir l'analyser. Puis, on va passer à l'analyse. Donc là, c'est pouvoir exploiter ces informations, enfin les rendre exploitables pour pouvoir définir des thématiques, des catégories pour classifier ces informations. Et ensuite, les exploiter. Donc les exploiter dans différents services et surtout, les objectifs vont être différents. On va les exploiter et pour des experts internes, des experts produits, on va pouvoir en tirer un certain nombre d'informations. Et pour le service client, évidemment, ça c'est notre cœur de métier, et le service client, les centres de contact. Et enfin, pour le service marketing et le service des ventes. Et ça se globalise à l'ensemble de l'entreprise
aussi, puisque ça va nous permettre de prendre, d'avoir des décisions stratégiques sur le cœur de ces données, vraiment le Saint Graal, on va dire, la mine d'or qu'il y a dans les échanges entre les clients et une marque. Donc, maintenant, on va dire qu'est-ce qu'on va dans ce message, qu'est-ce qu'on va pouvoir analyser concrètement. Qu'est-ce qui va nous intéresser dans ce message, dans cet email? On va analyser automatiquement plusieurs choses, donc ce qu'on appelle des entités nommées. Donc des entités nommées, ça va être des organisations. Donc dans les organisations, vous avez les marques, vous avez les concurrents, on va parler des produits. Vous avez évidemment des noms de personnes, des lieux géographiques, ça peut être une ville, ça peut être un magasin spécifique. Ensuite, on va analyser la tonalité. Donc, est-ce qu'un message est plutôt positif, neutre, négatif? Ensuite, on va définir, grâce à la linguistique, des thématiques particulières qu'on va définir avec le client, selon son univers, son secteur d'activité bien propre. On va avoir des thématiques précises. Ça peut être des thématiques liées à la livraison, comme ça peut être des thématiques liées au paiement en ligne ou l'accueil en magasin. Et donc, on va définir ces thématiques qu'on va pouvoir faire ressortir et analyser le contenu, enfin, faire ressortir les tonalités, les thématiques de ce contenu. Et ensuite, les intentions clients. Donc, on va pouvoir détecter les clients qui sont sur le point de partir. Je vais vous donner un exemple juste après. Qui sont sur le point de partir, ou au contraire, qui ont bien parlé de la marque. Donc, on va pouvoir les considérer comme des ambassadeurs, s'en servir par exemple pour faire du storytelling. Et également, tout ce qui est autour de la réputation de la marque. Donc, je vais vous montrer un exemple un peu plus concret pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, ici, on a une certaine Magali qui s'est adressée à sa société, à une société de bricolage. Voilà, elle a eu un souci de livraison. A priori, la livraison n'a pas été faite dans les heures prévues et cette cliente est allée en magasin se plaindre auprès d'un vendeur qui a été très désagréable, qui lui a dit de mettre ses lunettes pour lire son contrat. Voilà, elle était dans le magasin à Bastille. Elle dit qu'elle a plein d'autres projets puisqu'elle vient d'acheter un appartement et qu'elle a été très mécontente de l'accueil qui lui a été réservé et qu'elle est prête à dire du mal de la marque sur les blogs et les réseaux sociaux. Donc, comme je vous le disais, on va d'abord analyser les thématiques relatives à la relation client. Donc ici, on va détecter, par exemple, des thématiques liées à la livraison, avec le livreur, des gestes commerciaux, des attitudes vendeurs. Donc là, elle parle d'un vendeur condescendant, particulièrement désagréable. Elle parle d'attitude. Ensuite, on va aller détecter des opportunités commerciales. Justement, elle vient d'emménager, donc elle a beaucoup d'achats à faire. Sur des lieux en particulier, on parle du magasin Bastille, des personnes, des organisations concurrentes. Elle dit, pour le reste, Bricofan est proche de mon lieu de travail et saura certainement mieux traiter ses clients. Ensuite, les sentiments. Donc, on va analyser la tonalité négative et positive. Donc, négative, on a... qu'elle ne me satisfait absolument pas, c'est honteux, c'est dommage pour vous. Ensuite, on va même pouvoir analyser l'intensité qui va être donnée dans ces verbatims. Si on a des points d'exclamation, par exemple, ça va être plus intense que si on n'en a pas. Et les sentiments positifs, donc cliente fidèle, par exemple. Et détecter des intentions dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui peuvent être l'attrition. On peut maintenant me considérer comme une cliente perdue. Et puis d'autres types de risques comme le risque d'atteinte à l'image de l'enseigne et des risques même de litige. Donc l'analyse de ce contenu, ce que je vous disais, c'est qu'elle a plusieurs objectifs pour différents services. Donc elle va d'abord avoir des objectifs bien précis pour le service client et le centre de contact. Donc pour Eptica, c'est notre métier premier, c'est de répondre, d'aider. On est un outil d'aide à la réponse, donc on va aider les entreprises et les services clients à mieux répondre à leurs clients, donc les agents à mieux répondre. Donc les réponses vont être améliorées et les agents plus efficaces. Pourquoi ? Puisqu'on va pouvoir leur amener les messages en priorité
en fonction de la tonalité. Si vous avez une tonalité très négative, une urgence, on va leur pousser la demande urgente d'un client. Par ailleurs, en fonction des thématiques qu'on va pouvoir détecter, on va lui pousser le message le plus approprié en fonction des thématiques. Donc tout ça, ça va contribuer à aider l'agent dans son quotidien et à évidemment augmenter son efficacité. Dans un deuxième temps, on va étudier les retours clients sur les comportements des vendeurs. Donc ils vont dire, voilà, tel vendeur ou tel conseiller m'a bien répondu, m'a mal répondu. Donc en fonction, on va pouvoir adapter nos formations, la formation du service client. On va pouvoir adapter, ça peut être aussi des formations selon les canaux de contact. Donc il y a des agents qui seront mieux formés ou plus à l'aise pour répondre sur le canal chat que sur le canal email par exemple. Ensuite, on va détecter des alertes sur les lieux géographiques particuliers, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça peut être un magasin en particulier comme le magasin Bastille pour notre certaine Magali. Et enfin, mettre en avant la citation des clients les plus représentatifs pour le service client, qu'ils soient positifs ou négatifs. Maintenant, quels vont être les objectifs et qu'est-ce qu'on va retirer pour le service marketing? Donc le service marketing, on va identifier de manière automatique des thèmes en association avec les intentions des clients. Donc, qu'est-ce qui est représentatif de la fidélité chez nos clients? Comment ils s'expriment quand ils parlent de fidélité? Comment on va identifier ces ambassadeurs de la marque? Comment on va identifier des mots spécifiques à la réputation de la marque? Même, voilà, on va pouvoir voir à un moment donné, en fonction peut-être d'un lancement produit, voir quelle est notre réputation de la marque, où est-ce qu'on en est. Voilà, donc c'est vraiment autour de la réputation. Ensuite, vous avez la citation autour des produits et des concurrents. Cécile vous donnera un exemple. Les tendances et les évolutions dans le temps. Donc là, c'est si on fait un lancement de produit ou une offre promotionnelle à un temps donné, on va voir dans les échanges ce qui se dit autour de cette offre, si les clients sont très contents ou au contraire, ils trouvent que c'est une offre promotionnelle un peu limite par rapport à ce qui leur a été promis à l'avance. Voilà, on va vraiment pouvoir détecter différentes évolutions et tendances. Et enfin, donc, les principales préoccupations de nos clients. Donc, comment éviter et détecter nos clients qui sont prêts à partir et comment générer de l'enchantement client. Donc, plus que de la satisfaction, même de l'enchantement client. Et ça, on va vous en parler avec l'exemple de l'Occitane. Je vais d'ailleurs laisser Cécile nous expliquer, nous donner des exemples concrets d'utilisation dans des sociétés de différents secteurs. Merci Ambeline. Donc très rapidement, pour terminer cette partie introductive sur ce que c'est que la linguistique et comment on peut l'exploiter, avant de laisser la parole à Claire qui va nous expliquer comment il l'exploite dans le cadre de l'INSEE. Deux exemples très concrets d'analyse qu'on a pu faire pour des clients à nous. Et comment, à partir de ces données linguistiques qu'on va extraire des documents, on va pouvoir donner une image de la voix du client pour en tirer des actions pour améliorer cette voix du client et répondre à leurs demandes. Donc, par exemple, là, c'était une étude pour un opérateur de téléphonie qui avait beaucoup de plaintes et donc qui a fait des enquêtes, notamment par SMS auprès de ses clients pour leur demander que pensez-vous de notre marque. Et donc il y avait tout un tas de thématiques abordées et parmi ces thématiques, il y avait celle de la qualité des clients et des conseillers. Donc on a fait une analyse plus poussée et cette analyse, elle va nous permettre de dire quand les clients parlent des conseillers, ils vont principalement se plaindre de leur manque de disponibilité, c'est-à-dire qu'ils appellent le centre d'appel et ils n'arrivent pas à avoir de réponse. Ou alors quand ils appellent, on leur dit « je vous promets que je vous rappelle pour traiter votre demande » et on ne rappelle jamais les clients. Également des problèmes de comportement, des conseillers qui vont être incorrects, qui vont raccrocher, qui ne vont pas comprendre la question. Ce qui nous amène aussi à des problèmes de langage.
Donc là, c'est une société anglaise qui fait appel à des centres de contact offshore en partie. Et donc, il y avait pas mal de clients qui se plaignaient d'avoir des opérateurs au téléphone qui comprennent pas leurs questions ou qu'eux-mêmes ne comprennent pas et avec qui ils ont des difficultés de communication. Et finalement, la qualité des conseils, c'est pas ce qui est le plus cité. Donc là, avec cette première analyse sur les thématiques associées à ce que disent les clients des conseillers, on a déjà une première vue sur les grandes tendances et les grandes volumétries. Après, ces données, on va pouvoir les croiser avec d'autres métadonnées pour avoir d'autres vues sur un corpus de retour client. Et donc, toujours sur ce même exemple de retour sur la qualité des conseillers, on va pouvoir, par exemple, faire ce qu'on appelle une distribution croisée avec d'autres métadonnées. Donc ici, dans ce cas précis, on a croisé ces thématiques avec les centres de contact, puisque dans le cadre de l'étude, on savait quand un client s'exprimait à quel centre de contact il avait eu affaire. Et donc là, on va retrouver à gauche les grandes thématiques qu'on a montrées dans le graphe précédent, donc les problèmes de rappel, de langue, de comportement, de disponibilité et de qualité des conseils. Et en bas, donc c'est tout petit, mais ce sont les différents centres de contact de cette entreprise de téléphonie. Et là, on va retrouver les grandes tendances, c'est-à-dire, par exemple, pour le premier centre de contact, que c'est essentiellement les problèmes de disponibilité qui sont représentés. Par contre, on va pouvoir comprendre un petit peu mieux d'autres éléments. Donc là, de façon non étonnante, ce sont sur les sites offshore que les clients vont principalement se plaindre de problèmes de langue, puisque c'est ce qui paraît en premier. Et on va pouvoir détecter aussi des cas pathologiques, ou en tout cas des cas auxquels il faut s'intéresser, qui ne correspondent pas aux grandes tendances. Par exemple, excusez-moi, celui-ci, voilà, où on a un site où c'est l'attitude des conseillers qui a été citée en premier. Donc là, ensuite, on peut aller plus profondément dans l'analyse et regarder les verbatims. Et là, on se rend compte que voilà, c'était un site sur lequel il y a eu une fête apparemment, pendant laquelle les clients, les conseillers ont mal répondu, ou il y avait des bruits de musique, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de plaintes des clients à ce sujet-là. Voilà. Donc, c'était très concrètement le type d'application et d'utilisation qu'on peut faire de ces données linguistiques croisées avec d'autres métadonnées et comment on peut les exploiter. Je vais redonner la parole à Ombeline pour qu'elle vous refasse une présentation plus globale des petits cas avant que Claire nous explique comment ils ont utilisé nos solutions linguistiques et la linguistique en général pour améliorer leurs outils. Merci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Eptica, Eptica, on est éditeur de solutions logicielles multicanales et multilangues de gestion des interactions clients. Donc on aide les entreprises à mieux répondre à leurs clients. Donc on a une forte présence à l'international, on a un chiffre 40% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et on a plus de 400 références. On a vraiment les grosses références du marché, surtout en France. Donc dans le monde entier. Et on a des bureaux à Singapour, à Boston, à Londres, et notre siège est basé en France. On est très fiers de faire partie du Magic Quadrant de Gartner, pour ceux qui connaissent, depuis maintenant plus de 4 ans. Et on espère y être encore cette année. Aujourd'hui, Eptica, on est une société extrêmement agile et flexible. On a une équipe de consultants qui ont plus de 15 ans d'expérience, qui aident nos clients au quotidien dans leur utilisation et l'optimisation de la solution. Et on s'adapte vraiment à tout secteur d'activité, tout type d'entreprise, selon le nombre d'utilisateurs, qu'il y ait des gros volumes ou des volumes un peu moins importants d'emails ou d'interactions entrantes. Voilà, donc on s'adapte vraiment et on est agile dans notre déploiement.
On est une entreprise extrêmement innovante. On a toujours eu un pas d'avance sur notre marché. On a développé le chat avant même qu'il soit vraiment utilisé par les entreprises. Idem pour les réseaux sociaux. Et maintenant, on a décidé, à travers des discussions avec nos clients, de développer les technologies linguistiques en rachetant une société il y a 2 ans qui s'appelait Lingway et qui était dédiée justement dans ces technologies d'analyse sémantique et linguistique. Et enfin, facilité d'intégration. Eptica, c'est une solution qui s'intègre facilement et rapidement avec pratiquement toutes les solutions téléphonie et CRM du marché. Et on s'appuie pour le déploiement et la mise en œuvre sur un grand réseau de partenaires, outsourceurs et intégrateurs. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Claire et juste pour introduire. Donc, l'INSEE, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille avec l'INSEE. Donc, ils utilisent nos solutions et qu'on évolue avec eux. Ils ont commencé par utiliser la solution email management vraiment pour répondre aux demandes entrantes des clients via leur centre de contact. Et dans un deuxième temps, ils ont justement déployé avec Eptica dans la continuité la linguistique pour l'appliquer à la fois pour répondre à une grande volumétrie entrante via la généralisation du recensement en ligne sur Internet et par ailleurs pour améliorer leur offre au quotidien. Mais Claire va vous dire ça mieux que moi. Bonjour. Oui. Donc, ouais, comme ça plutôt. Oui, donc juste pour situer quand même l'INSEE, puisque l'INSEE c'est un service public. Hein. On a une mission publique qui est d'éclairer le débat social et économique. Dans ce cadre-là, en fait, notre principale activité, c'est de collecter de l'information, de la produire, d'analyser pour la diffuser. Ça part tout seul. Désolée, ça part tout seul. Donc c'est vrai que dans ce cas des statistiques, on est assez proche aussi de toute cette analyse sémantique et c'est aussi une affinité qui fait qu'on a travaillé beaucoup sur ce domaine-là. Toutes nos informations aujourd'hui, elles sont à disposition gratuitement sur le site insee.fr. Donc c'est une multitude d'informations variées sur des données de population, sur des données de statistiques d'entreprise, mais on fait aussi... Il bouge tout seul. Oui. Donc, une multitude d'informations, un site extrêmement riche et un centre de contact, donc INSEE Contact, qui permet aux gens, en fait, on les aide à s'orienter sur le site. Donc, ce site de contact, il est accessible par des formulaires web qu'on trouve sur notre site, sur des sites dédiés comme le site du recensement. On a également des serveurs vocaux, dont un avec des conseillers derrière. Vous avez le numéro en dessous. Juste pour vous situer le volume, on a à peu près sur le numéro dédié une 60 000 appels par an, dont la moitié, en fait, il y a une partie qui est gérée en automatique via un serveur vocal et l'autre moitié où on a des conseillers clientèle qui répondent. À environ 20 000 mails par an et un petit peu de Twitter, même si c'est relativement marginal parce que les gens ne sont pas habitués à parler sur Twitter à une administration. Mais on y répond. Voilà. Donc, pourquoi on utilise Eptica? C'est qu'on a en fait une organisation qui est située avec une réponse de premier niveau sur 2 plateaux qui sont situés à Rouen et à Strasbourg. On voit bien qu'ils ne peuvent pas discuter tous les jours ensemble. Et on a un support national qui les aide, mais qui est situé à Paris. Donc, il leur donne les outils. Donc, ces missions pour répondre aux demandes, bien entendu, nos clients, on ne souhaite pas qu'ils aient une réponse différente s'ils tombent sur Rouen ou s'ils tombent sur Strasbourg. Donc, on a besoin d'outils globaux qui permettent une réponse commune. C'est le support au niveau de Paris qui va centraliser ces outils et leur donner les outils. Ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir un retour client, c'est-à-dire vraiment de vérifier
en fonction des informations qu'on reçoit, de faire un retour à ce qu'on appelle, nous, vers le système éditorial, mais qui peut être aussi vers une amélioration du produit. Puisque nous, notre produit, c'est notre site web, donc, et toutes les informations qu'on donne. Donc, pour le coup, avec l'outil Eptica, ça nous a permis vraiment d'avoir tous les courriels qui arrivaient dans une file d'attente unique. C'était traité avec des réponses types qui étaient générées pour l'ensemble des agents. La base de connaissances est la même. On a un suivi aussi qui est globalisé, qui permet vraiment de suivre de façon globale et donc de faire des recommandations globales. Et sur l'ensemble de ce corpus, on a pu appliquer justement la linguistique sur deux parties, à la fois vis-à-vis des usagers et en interne pour une amélioration des produits. Et alors je vais venir plus précisément sur les deux exemples, donc un vis-à-vis des usagers et un vis-à-vis de notre organisation interne pour améliorer les produits. Donc, comme le disait Ambeline, l'INSEE est responsable du recensement de la population. Vous n'avez peut-être pas entendu parler, été recensé. Ça se passe entre janvier et février, donc c'est 2 mois extrêmement courts. On interroge tous les ans 4,5 millions de logements. Le recensement, c'était jusqu'à présent du papier. Et depuis 2012, on expérimente la possibilité de répondre par Internet. Cette année, en janvier et février, pour la première fois, les 4,5 millions de logements ont pu répondre par Internet. Par Internet, ça veut dire qu'il n'y a plus personne, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous déposer le papier et qui vient le reprendre, qui peut répondre à vos questions. Mais on voyait bien qu'il fallait quand même aider les personnes enquêtées si elles avaient une question, si elles se posaient quelque question qu'elle soit. En 2014, on avait 250 000 logements qui étaient enquêtés. On a eu 500 questions au centre de contact, puisque le centre de contact de l'INSEE recevait les questions. 500 sur 2 mois, c'était gérable, il n'y avait pas de souci. Sauf que passer de 250 000 à 4 500 000, on s'est dit, là, ça ne va pas être possible. Sur les 2 mois, l'augmentation, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir la gérer, il va falloir trouver des outils parce qu'on ne va pas multiplier par 20 le nombre d'agents qui vont répondre pour être dans les délais. Donc, comment on a fait pour éviter d'avoir ces 5000 demandes? On a mis en place en fait un self-service, le self-service en fait qui est proposé avec la solution Eptica, qui utilise la sémantique. Alors, ça se présente vraiment comme une foire aux questions, assez classique avec les thèmes que vous avez en bas et les principales questions qui peuvent être posées. La grosse différence, c'est qu'on a une zone « Posez votre question » qui permet à l'usager, en fait, pas de poser son mail tout de suite, de poser un courriel tout de suite, mais déjà de poser sa question. Il faut savoir que derrière les thématiques en dessous, on a 150-200 questions. Donc, on n'espère même pas que les gens aillent chercher dans l'arborescence. Mais par contre, on sait qu'on a la réponse à pas mal de leurs questions, mais ils ne les trouveront pas d'eux-mêmes. Donc, en fait, c'est justement la sémantique qui va permettre d'améliorer les choses, puisque en fait, quand une personne pose la question, alors là on a pris l'exemple de parents divorcés, puisque c'est au domicile de quel parent je dois recenser les enfants. Et on voit que parmi ces 150-200 questions, grâce à la sémantique, les premières il reçoit simplement 4 réponses. Pardon, dont, alors la première, j'ai un problème de remplissage du questionnaire, puisqu'il posait les questions sur comment remplir le questionnaire. Et la deuxième, mes enfants sont en résidence alternée, dois-je remplir un bulletin individuel pour eux? Donc on voit qu'il n'a plus 200 questions à regarder, chercher dans quel thème il est, mais uniquement les réponses. Alors pour savoir sémantiquement ce qu'il y a derrière, c'est pas moi, c'est plutôt Cécile. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière, ce que c'est qu'un moteur de recherche sémantique, comment à partir de cette question, on arrive à trouver la bonne réponse parmi ces 250 propositions. Donc la question, c'était au domicile de quel parent recenser les enfants. Donc la première chose que va faire notre moteur de sémantique, c'est qu'il va analyser cette question. Donc on va avoir une analyse qu'on appelle syntaxique pour savoir quelles entrées du dictionnaire on va aller exploiter. Donc on va savoir que domicile c'est un nom, que parent c'est un nom, recenser c'est un verbe, enfant c'est un nom aussi. Au passage, évidemment, pour faire la recherche, on ne tient pas compte de ce qu'on appelle les mots-outils, les prépositions, les déterminants, etc. Donc on ne va retenir que ce qu'on appelle les mots pleins. Et à partir de ces mots, on va aller interroger notre dictionnaire.
qui est un dictionnaire sémantique à partir duquel on va avoir un réseau de liens entre des concepts qui va nous permettre de dire quels sont les mots proches des mots de la question de l'utilisateur, proches sémantiquement, donc ça va être de la synonymie ou bien des génériques, donc par exemple... On va voir sur certains exemples. Donc, par exemple, voilà, domicile, il y a un premier concept qui a pour synonyme habitation ou logement. Et puis, avec un peu de dérivation, on va vers résidence ou encore demeure ou maison. Donc, ça veut dire qu'à partir de cette question sur le domicile, on va pouvoir aller chercher des documents qui vont éventuellement parler de mots proches de domicile. Pareil pour parent, un parent. C'est lié, ça peut être un géniteur, mais c'est aussi un générique de père et mère. Voilà. Recensé qui va avoir un lien vers le non-recensement, et puis enfant vers fils ou fille ou vers mineur. Donc à partir de l'ensemble de cette expansion sémantique, ce que va rechercher le moteur de recherche, il va vraiment faire l'interface entre la question en langage naturel de l'utilisateur et l'interrogation du moteur d'indexation pour trouver les bonnes réponses. Et donc, c'est grâce à cette expansion sémantique qu'on va pouvoir proposer les réponses. Et donc, c'est là qu'on voit que, alors, enfant, il y avait exactement dans le texte, mais à partir de domicile, on a trouvé la réponse qui parle de résidence ou de logement, et à partir de parents, on a trouvé la réponse qui mentionne le père ou la mère. Voilà. Donc ça, c'est la sémantique qui est utilisée dans l'analyse de la question pour pouvoir identifier la meilleure réponse. Et au passage, comme on fait cette analyse de la question des clients, on va pouvoir la stocker et proposer dans notre outil les mots les plus fréquemment utilisés dans les questions clients. Et là, je repasse la parole à Claire pour qu'elle vous explique comment elle a utilisé ces retours-là. Oui, alors ces retours, ils étaient extrêmement précieux tout au long en fait de l'opération, puisque ça, c'est ce que nous produit vraiment l'application en temps réel. Alors sur cette partie-là, vous avez en fait les mots qui ont été posés du 1er au 15 janvier. C'est en fait avant le démarrage de l'opération du recensement qui commençait le 15 janvier. Et on a vu apparaître des termes comme le code postal, parce qu'il y avait un moteur de recherche et les gens disaient mais mon code postal ne convient pas. Malheureusement, en INSEE, on utilise un code qui n'est pas le code postal, qui est un code INSEE, et les gens étaient complètement perdus et disaient mais vous vous êtes trompés. Sauf que c'était la première fois qu'on avait mis ça sur cette page, ce moteur de recherche, et donc on n'avait pas cette question-réponse en stock. Mais on l'a vu dès les 15 premiers jours, on a vu ce code postal apparaître, et du coup, dès le départ, on a rajouté une question-réponse, qui était « Pourquoi le code de ma commune ne correspond pas à mon code postal ?» Et ça, on l'a affiché dès le départ. Et donc, du coup, quand on regarde derrière ce qu'on suivait en interactif, sur la deuxième période des 15 jours suivants, le code postal a disparu. Les gens ne se posent plus la question parce qu'en fait, quand ils arrivent dans l'interface, on leur avait mis dès le départ la question-réponse. Donc, pour eux, c'est un gain puisqu'ils ont une réponse en direct, en immédiat. Et on pouvait s'adapter tout au fil de la collecte comme ça aux demandes du client. Et c'est vraiment l'outil en direct sur ces mots-clés qui nous permettait de voir vraiment visuellement et du premier coup d'œil qu'il y avait des choses anormales. Alors bien sûr, nous on ne s'est pas trop posé la question qui est recensement au beau milieu, on ne le regardait pas forcément. Mais par contre, on voit tout de suite certains termes dans notre métier qui posent problème. Sur la deuxième partie, on voit l'exemple typiquement qu'on vous a montré tout à l'heure, on voit les questionnaires, les enfants et les problématiques sur justement des domiciles partagés, où est-ce que je dois être recensé, c'est mon papa, chez ma maman. Et donc apparaissait à ce moment-là dans la deuxième partie. Et c'est vrai qu'on a fait évoluer les principales questions en fonction des périodes et en fonction des questions qui nous étaient posées grâce à cette analyse du vocabulaire tout au long de la collecte. Et bien sûr, on a créé des questions-réponses. Alors, juste pour finir quand même, in fine, est-ce que ça nous a servi? Oui. On a eu finalement pas tant de ça de questions posées en langage naturel. On en a eu 3100, beaucoup au démarrage. Mais comme on a ajusté au fil de l'eau les principales questions, les gens, dès la première page, avaient leurs réponses.
Donc ils ont beaucoup consulté cette fois aux questions. En revanche, ça nous permettait d'interagir et d'être vraiment au fil de l'eau en fonction des besoins des usagers tout au long de la collecte. Et à l'arrivée, on a eu finalement que 800 demandes, bon, une partie par téléphone, mais 600 messages à traiter. C'est-à-dire une très faible augmentation de demandes, hein, puisque je vous rappelle qu'on en avait 500 l'année précédente et que là, cette année, on est arrivé à 600 mails. C'était tout à fait gérable et sans aucun souci. On a pu répondre dans les temps, sachant on répond en 24 heures ouvrées. Donc, il faut qu'on ait du monde derrière si on avait une augmentation et des pics. Donc, ça, c'est la partie vraiment à destination des usagers. C'est une utilisation interactive de tout ce qui est sémantique. Ce qu'on utilise aussi, c'est la sémantique pour améliorer l'offre de ce qu'on propose. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on fait plus a posteriori, une fois qu'on a fait une opération ou sur des périodes tous les 6 mois ou tous les ans. Puisqu'on a un énorme corpus de messages. On a 20 000 messages par an. Donc, a priori, tout ça, c'est des courriels qui sont complètement déstructurés. Mais c'est d'une richesse incomparable, puisque c'est exactement ce que les gens nous demandent, qu'ils ne trouvent pas. C'est souvent des problèmes, mais justement, ça nous permet de progresser. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à appréhender au travers de ces messages les besoins non satisfaits, mais aussi utiliser un vocabulaire compréhensible par les usagers, parce que on a notre jargon métier. Des fois, c'est compliqué d'en sortir parce que on est habitué. Et là, ces courriels, c'est leur langage à eux, c'est pas le nôtre. Et donc, ça nous permet, entre guillemets, de traduire aussi notre jargon dans leur vocabulaire et qu'ils puissent s'y retrouver. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé l'ensemble de ces échanges. Alors, avec des données sémantiques, c'est vraiment à la croisée entre de l'analyse de données, qui est quand même notre métier à l'INSEE de statistique, hein, donc on apprécie ça, mais on y a la linguistique qui se mélange. C'est des choses qui sont possibles aujourd'hui parce qu'on a des puissances de calcul qui sont assez phénoménales, qui n'étaient pas possibles, même si on remonte 15-20 ans en arrière, c'était même pas imaginable. On avait la théorie, mais juste ça. Et là, l'exemple que vous allez voir, c'est une analyse des courriels reçus parce que je fais partie du centre de contact, mais c'est aussi des choses qu'on peut utiliser, bien entendu, sur des verbatims de questions ouvertes, sur les enquêtes de satisfaction ou quels que soient les verbatims. Donc, on a pris un exemple qui est en fait les demandes de gestion du répertoire Sirène qui recense toutes les entreprises en France et qui leur donne un numéro SIREN, un numéro SIRET. C'est l'INSEE qui gère ça et qui attribue des numéros SIREN qui, quand on change de raison sociale, qu'on rajoute une enseigne, qu'on change d'adresse, c'est nous qui le changeons dans la base de données. Il peut y avoir des problèmes, des anomalies sur le volume. Donc, du coup, on a des questions qui arrivent par là. De même, c'est nous qui attribuons le code d'activité principale, le code APE des entreprises. Donc là aussi, il y a des gens qui nous écrivent ça, je ne comprends pas, ça ne correspond pas à mon secteur d'activité. Donc tout ça, ça fait environ sur une année 5000 courriels, mais c'est des problématiques qu'on voit entre la création ou un changement d'activité qui peuvent être différentes. Et donc, en fait, la sémantique nous permet, à travers l'analyse qu'on a vue tout à l'heure des principaux mots-clés, de regrouper en fait par thématique. Alors c'est un peu petit, mais par thématique les informations. Alors les ronds représentent en fait le volume des demandes. Et ça se regroupe en fait par thème. Et on voit qu'il y a des gens qui nous demandent les listes des entreprises, typiquement pour aller faire des publications marketing, de la commercialisation. Mais on voit que c'est vraiment, on a cette partie de demande de liste complètement à part. On a quelques gens qui nous demandent quand même d'être sortis de ces listes. Bon, c'est plus des auto-entrepreneurs qui ont leur adresse privée, mais c'est de plus en plus le cas. Et à côté de ça, on a toute une zone qui est la gestion en fait de son entreprise au quotidien, qui est quand même le plus gros volume qu'on ait. Donc on va faire un zoom sur cette partie-là. Et alors, là, on voit apparaître en fait différentes catégories thématiques qui sont, par exemple, alors là, c'est un cas un peu particulier, qui est l'immatriculation des associations. Et on voit les mots qui sont reliés à cette immatriculation et qui sont intéressants pour nous. Alors, on va voir association, préfecture, parce que c'est des associations qui ont besoin de subventions.
Mais on se rend compte que il y a le mot sport qui apparaît aussi avec. Parce que les subventions, c'est essentiellement pour des associations sportives, tout simplement, ce qu'on n'avait pas forcément vu. Et du coup, ça nous permet de mettre en place des éléments, justement, de réponse à l'usager dès le départ. De l'autre côté, on a... hop là, non, je suis partie dans le mauvais sens, pardon. Voilà. On a toute une partie de personnes qui nous demandent à changer leur activité. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique vraiment à l'INSEE, puisque c'est nous qui attribuons ce code APE. Donc, c'est vraiment... mon code APE ne correspond pas, je ne peux pas m'inscrire dans telle association, enfin, ou dans avoir telle assurance parce que je n'ai pas le bon code. Et à chaque fois, on a les mots qui sont reliés, sachant qu'il y a des mots, bien sûr, qu'on va retrouver au milieu, comme tout au milieu, on a le CIRAN, le CIRET, qui apparaissent sur l'ensemble des demandes. Hein. Et la dernière catégorie là qu'on peut voir, qui est en fait découpée en plusieurs, qui est justement le changement d'activité, le changement d'adresse. Et on peut y retrouver des choses assez... nous, on n'avait pas anticipé, parce qu'on est dans la gestion d'entreprise, qui est le changement de nom d'enseigne, qui était associé à des mots comme divorce, comme héritage, transféré, etc. C'est-à-dire qu'on est aussi sur beaucoup de petites entreprises qui, le nom est lié au nom de famille de la transmission. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas imaginées a priori, puisqu'on était dans un monde qui n'était pas franchement lié à un milieu familial a priori initialement. Donc au total, cette analyse, en fait, elle nous sert à renvoyer aux gens qui gèrent ce répertoire pour qu'ils affichent mieux leurs informations, que du coup on ait moins de questions, que les gens aient directement leurs réponses et qu'on puisse trouver de façon intuitive et avec les mots des gens en fait, les informations sur notre site. Il faut savoir que 5000 messages à analyser manuellement, ce qu'on faisait avant, c'est vraiment très fatigant, compliqué. Et en plus, ça devient subjectif parce qu'on lit les messages les uns après les autres, on les oublie et on relève quelque chose. Si quelqu'un d'autre les lit, on ne voit pas. Alors que là, avec cette sémantique, ça nous permet tout à fait un gain de temps, hein, parce que c'est le logiciel maintenant, il calcule et 10 minutes après, on a, alors peut-être pas sous forme de dessin, mais on a ces éléments-là qui se présentent à nous et qu'on peut renvoyer vers notre service produit. Et c'est plus du subjectif, donc ils y croient, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, il y a une analyse, c'est structuré, et donc on peut bouger les choses parce que c'est quantifié, c'est comme ça et c'est pas comme ça qu'il faut parler, c'est plutôt comme ça, même si vous parlez comme ça dans le métier, derrière les usagers, ils vont pas comprendre avec votre langage. Et donc ça nous permet vraiment d'améliorer, nous, notre site au quotidien. Voilà. Voilà, sur la satisfaction client, je vais passer là. Merci Claire, je pensais... donc là, on va passer à un autre type d'analyse, plus orientée marketing, mais qui est une analyse qu'on a fait à la demande de l'Occitane, qui est un de nos clients, donc qui utilise une solution de gestion de la relation client, mais qui là avait un besoin d'analyse de verbatim dans le cadre d'une enquête de satisfaction qu'ils ont fait auprès de leurs clients. Et leur demande, c'était vraiment de dégager ce qu'ils appellent des potentiels d'enchantement client, c'est-à-dire d'avoir un retour sur cette analyse qui leur permette vraiment très rapidement d'identifier à quel endroit ils pouvaient agir, soit pour fidéliser leur clientèle, soit pour améliorer des choses en fonction de ces retours clients. Donc cette enquête réalisée par l'Occitane, elle a eu lieu sur 3 mois. Ils ont contacté des clients qui étaient passés en boutique dans les 15 jours précédents et ils leur ont posé une question principale qui était: suite à votre dernière visite en boutique, dans quelle mesure recommanderiez-vous l'Occitane à vos amis ou collègues ? Plus une dizaine de thématiques abordées, donc des questions fermées avec une note associée sur la qualité de l'accueil, des équipes, l'obtention de doses d'essai, etc. Tout un tas de questions relatives à leur univers. Il y avait une note traduite en score, Net Promoter Score, donnée par les clients. Et puis surtout un champ libre où ils pouvaient commenter pourquoi ils avaient mis telle ou telle note ou ce sur quoi ils avaient réagi le plus. Et c'est ce fameux champ libre
qui est donc du texte qu'il fallait analyser. Et donc c'est l'objet de l'analyse linguistique par Eptica. En termes de volumétrie, ça représentait à peu près 5000 retours. Donc, puisque la demande de l'Occitane, c'était de dégager du potentiel d'enchantement client, on s'est dit, on va pas faire une simple analyse, entre guillemets, des thématiques. Alors déjà, le premier travail, c'est quand même de repérer ces 10 thématiques et voir d'autres thématiques qui n'étaient pas dans les questions, mais qu'avaient abordé les clients dans le texte, mais c'était aussi pouvoir éclairer ces différentes thématiques qu'on va identifier dans les documents avec d'autres marqueurs. Donc on avait déjà ce marqueur de la note donnée par le client, mais on s'est dit on va ajouter un éclairage sur la façon dont les gens s'expriment, sur l'implication qu'ils vont mettre dans leur énoncé. Comment on fait pour calculer ça? Linguistiquement, on va s'appuyer sur un certain nombre de marqueurs qu'on appelle des marqueurs émotionnels, donc qui peuvent être de différents types. Par exemple, des pronoms personnels. Est-ce qu'on dit « je » ? Quand on dit « je », quand on s'exprime, on est déjà beaucoup plus impliqué. Quel type de lexique on va utiliser? Donc des adjectifs qualificatifs ou superlatifs, des adverbes de type absolument, particulièrement, tout à fait, des marques de négation ou encore des marqueurs typographiques, par exemple, de la présence de nombreux points d'exclamation à la fin d'un message. En général, c'est un signe soit d'agacement, soit d'enthousiasme. Et donc, tout ça nous a permis d'associer donc ce score d'implication à chaque thématique qu'on a pu identifier dans les documents. Donc, pour être plus concret, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle un verbatim à implication neutre? Ça peut être quelque chose qui est positif. Donc là, sur la question de la qualité de l'accueil, le client a écrit « bon accueil, magasin agréable, bon conseil ». Ou alors il a écrit « produit de qualité, accueil agréable ». Donc là, on a des choses qui sont positives, qui vont avoir éventuellement une bonne note, mais qui sont relativement neutres dans la façon dont elles sont exprimées. Et pour faire la différence avec ce que c'est qu'un verbatim à fort engagement, on va avoir là des textes beaucoup plus longs, souvent, et avec un vocabulaire différent et beaucoup plus impliqué. Alors, on va parler de très, très bon accueil, très accueillante, j'ai été très bien conseillée, ravie de mon produit. Voilà, me voici une nouvelle cliente, 3 points d'exclamation. Donc là, on a quelqu'un d'extrêmement enthousiaste et qui met beaucoup d'implication dans ce qu'elle dit sur l'accueil, ou encore un autre exemple, je trouve l'accueil à la boutique de Saint-Tropez charmant, les hôtesses particulièrement à l'écoute. Voilà. Donc l'intérêt, ça va de pouvoir dire, on va pouvoir identifier les zones où les clients ont une très très forte implication quand ils s'expriment. Et à partir de là, on va pouvoir proposer une analyse multidimensionnelle, un petit peu à l'image de ce que a pu faire l'INSEE, mais là en croisant 3 types d'informations. Donc ce fameux score indiqué par le client, la note qu'il a donnée, une indication de la volumétrie, la représentation, donc le nombre de fois où cette thématique est trouvée dans le corpus, et ce fameux score d'implication qui nous permet donc de mettre en avant à la fois les éléments qui reviennent beaucoup, donc les grandes tendances, mais aussi ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément beaucoup citées dans les verbatims, mais qui par contre vont être mentionnées avec beaucoup d'implication des utilisateurs, enfin des clients, et ça va être des endroits qui, même s'ils ne sont pas très fréquents, vont être à surveiller par la marque. Et donc ce qui était le but vraiment de répondre à la demande de l'Occitane, où sont les potentiels d'enchantement client. Voilà, rapidement, ce que peut donner ce type de vision multidimensionnelle. Donc là, on a proposé une représentation avec 2 axes. Donc ce score d'implication, donc plus on est haut, plus on a des thématiques dans des verbatims très impliqués. Et le score de satisfaction, donc plus on est à gauche, plus il y a de satisfaction, et plus on est à droite, plus les clients étaient mécontents.
Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Occitane, c'est-à-dire que le gros des résultats, et avec les points les plus gros, c'est-à-dire la plus grosse volumétrie sur les différentes thématiques, elle est bien à gauche, c'est-à-dire dans une zone de forte satisfaction où les gens vont dire, je suis très content, notamment sur donc les gros points, c'était par exemple la qualité de l'accueil, la qualité de l'ambiance de la boutique, etc. On pourrait s'arrêter là. C'est déjà un bon retour sur une enquête de satisfaction. Dire globalement, vos clients sont très contents. Maintenant, c'est pas là qu'ils vont s'exprimer avec le plus d'implication. En général, c'est là ils vont dire bon accueil, bon produit, etc. Mais c'est pas forcément. Alors, c'est important, mais c'est pas forcément ça qui va les faire revenir dans la boutique. Donc, on va pouvoir s'intéresser à des zones avec des volumétries moins importantes, mais qui sont les endroits où les gens s'expriment de façon beaucoup plus engagée. Donc par exemple, là, si on reste dans cette zone de satisfaction située à gauche sur notre axe, on va avoir différentes thématiques qui apparaissent et qui, elles, sont très engagées par les clients. Et donc là, on a ce qui plaît le plus et ce qui fait que les clients vont revenir dans la boutique. Et donc là, par exemple, il y avait donc l'Occitane, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans leur boutique, ils emballent leurs produits dans du papier parfumé. Et ça plaît énormément aux gens. Et donc, quand on regarde les verbatims, c'est je suis rentrée chez moi, il y avait cette odeur délicieuse qui a envahi toute ma maison. Je trouve ça vraiment génial. Et c'est ce qui fait que les gens reviennent dans la boutique. Donc ça, pour l'Occitane, c'est bien de le savoir, hein, que c'était une bonne idée de proposer ça. Et surtout que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils continuent et qu'ils proposent systématiquement à leurs clientes. Après, on va pouvoir s'intéresser à des choses moins positives. Et donc là, par exemple, on va avoir les signaux éventuellement faibles, mais sur des zones de forte insatisfaction des clients. Et donc là, ça va être les choses à surveiller, ou en tout cas les points sur lesquels, si on s'améliore, on va pouvoir générer de la satisfaction client. Donc là, quelque chose qui revient très souvent chez les clients de l'Occitane, c'est la question des échantillons. C'est très voilà. Donc en regardant plus précisément, c'est j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais j'ai eu qu'un pauvre échantillon par rapport à ce que j'ai acheté, ou on ne m'en a même pas proposé, etc. Et voilà, donc ça, c'est des retours sur lesquels les clients réagissent très très fortement. Et l'intérêt de ce type d'analyse, c'est que avec ça, l'Occitane va pouvoir revenir vers ses conseillères en boutique et leur dire il faut que vous fassiez particulièrement attention à tel ou tel point, ou au contraire que vous continuiez à avoir telle ou telle attitude pour générer plus de satisfaction client. Voilà. Je pense que c'est pas mal déjà pour le retour sur l'Occitane. Donc maintenant, voilà, pour faire une petite synthèse un petit peu de ce sur quoi on s'appuie en termes de technologie linguistique dans Eptica. Donc on s'appuie sur ce fameux lexique dont vous avez eu un aperçu sur l'analyse du moteur sémantique. Donc là, on a plus d'1 million de mots, toutes langues confondues, et 300 000 concepts sur lesquels on s'appuie pour faire cette expansion sémantique, pour avoir une recherche linguistique qui nous permet de proposer les meilleures réponses par rapport à une question client, et donc d'éviter, entre autres, à travers le self-service, des sollicitations d'un centre de contact. On a ces logiciels de structuration du message pour identifier la zone pertinente dans un message entrant ou dans un mail typiquement, pour ne s'intéresser qu'à ces zones-là. On a des outils de détection de la langue et de détection de la tonalité pour savoir si les gens parlent positif ou négatif. Et puis, ces travaux sur l'implication. Tout ça, voilà, dans le but de vraiment pouvoir analyser ces messages qui transitent dans un centre de contact et pouvoir en tirer des informations qui soient vraiment pertinentes et pour les centres de contact et à destination d'autres cibles, comme des cibles marketing qui vont vouloir gérer à partir de ce que disent les clients. Voilà. Donc, voilà, Eptica, c'est une société qui s'engage à innover continuellement.
Nous participons et nous sommes leaders sur un projet dans le cadre des pôles de compétitivité financés par le Fonds unique interministériel avec un collectif d'autres industriels français sur lesquels on travaille déjà, on réfléchit tout le temps en recherche et développement aux futures générations de gestion de la relation client. Et là, c'est un projet qui s'intéresse à aller au-delà du message, mais analyser la conversation. Qu'est-ce qui se joue dans une conversation entre un agent et un client ? Quels sont les actes de discours qu'on va pouvoir repérer pour avoir des alertes sur à partir de quel moment est-ce qu'une conversation risque de déraper, de se passer moins bien, qu'est-ce qui fait que les gens s'énervent, qu'est-ce qui fait que les gens sont contents, etc. Et dans le cadre de ce projet, l'INSEE a bien voulu nous aider à définir les besoins et à la fin du projet sera client-testeur. Alors pour l'instant, on ne les sollicite pas trop parce qu'on travaille. C'est un projet sur 2 ans et donc voilà, on en est presque à 1 an et voilà, donc on travaille sur ces données-là. Et puis côté marketing, on travaille aussi sur comprendre ce que c'est que l'engagement client. Et là, je vais donner la parole à Ambeline. Voilà, après on va pouvoir passer aux questions s'il y en a quelques-unes. Donc effectivement, on mène des études en marketing chez Eptica à la demande de nos clients. Et on a mené une étude qui est disponible aujourd'hui sur notre site web que vous pouvez télécharger. On a fait une étude, donc on a interrogé une centaine d'agents, à peu près 1000 clients, et on a comparé leurs besoins, leurs attentes, et on peut s'apercevoir des écarts entre justement les attentes clients, les attentes des agents. On a analysé des verbatims également. Donc vous avez une étude complète qui résume aussi entre autres tout ce qu'on a pu dire tout au long de cette présentation. Et encore une fois, j'espère que l'année prochaine, cette salle sera encore plus remplie parce que je pense que vraiment l'idée de la linguistique, c'est vraiment ce qui va faire le pont entre justement le service client et le marketing. Et c'est vraiment ces technologies-là qui vont permettre au service marketing d'avoir une vue sur les tendances du marché. Et c'est vraiment une mine d'or d'informations, c'est les échanges que de nos clients. Et c'est vraiment voilà, l'objectif d'Eptica, l'innovation dans laquelle on s'implique au maximum. Voilà, il nous reste 2 minutes pour les questions, si vous en avez. Bonjour, Philippe Raffin, LinkUp. LinkUp, c'est une agence spécialisée en stratégie d'adhésion, donc je pense que je suis très intéressé par cette thématique. Et ma question, c'est, j'ai fait de l'analyse, j'ai sous-traité, parce que nous, on est une agence conseil, un cabinet conseil, et on ne sait pas faire ça. Donc j'ai sous-traité ça il y a 7 ou 8 ans déjà dans le dialogue entre des malades atteints du sida, pour essayer de comprendre, lié à un traitement, quels étaient les effets secondaires ou même les perceptions, les retours dans leur conversation. Et j'avais eu un retour extrêmement puissant, enfin très intéressant, qui pointait des thématiques qui pouvaient ensuite être retraitées par le marketing. Et donc ma question, c'est, je vois que vous êtes sur un projet de FUI, et j'arrive pas bien à comprendre quelles sont les barrières encore technologiques que vous cherchez à dépasser avec ce projet de recherche, ou qu'est-ce que vous pouvez déjà faire et avec quelle puissance, et qu'est-ce que vous attendez d'un projet de recherche, sur quel verrou technologique qui reste encore à dépasser. Je ne sais pas si la question est claire. Oui, elle est très claire et après elle est un peu complexe. Mais, alors, des verrous technologiques, on en a déjà levé pas mal. On voit qu'avec l'analyse linguistique, on peut déjà faire beaucoup de choses. Là, le but de ce projet, c'est d'aller au-delà d'analyse d'un message. Là, aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est vraiment un message on l'analyse et on en fait... Voilà. Là, on est sur une question de conversation. Donc une conversation, ça va être un certain nombre d'échanges entre un agent et un client.
Et pourquoi est-ce que à la première réponse de l'agent, ce qui nous intéresse le plus, c'est pourquoi est-ce que ça se termine pas à la première réponse. C'est ça le but d'un centre de contact, c'est que ça dure pas trop longtemps et que le client soit content et qu'il ait la réponse dès la première réponse de l'agent. Alors il y a des cas qui sont normaux, il y a besoin d'une pièce complémentaire, etc. Mais il y a des cas qui sont plus pathologiques ou en tout cas qu'on voudrait éviter. Et donc là, on va travailler. Alors, on entre dans des choses qui sont beaucoup plus fines linguistiquement sur est-ce que l'agent a bien compris la question finalement du client. Donc ça, Claire a plein d'exemples à nous donner. Comment identifier clairement, parce que souvent les gens racontent beaucoup d'eux. Dans les messages, ils vont dire voilà, je suis étudiant. Alors pour le cas de l'INSEE, je suis étudiant en sociologie, machin, je m'intéresse à tel sujet, j'aimerais comment avoir des statistiques sûres. Donc la question c'est comment avoir des statistiques sûres et éventuellement il y a des éléments avant qui vont aider à préciser cette question, mais c'est vraiment déjà directement savoir quelle est la question, bien reformuler cette question dans la réponse. Donc là, donner des outils pour aider à ça. Quand on répond à quelqu'un, il suffit pas souvent. Enfin, après, on est dans des choses, dans des problèmes de relations interpersonnelles, y compris de montrer de l'empathie. Alors, dans le cas de lycée, il y a peut-être moins besoin, mais de dire voilà, j'ai bien compris votre question, je la reformule. Donc là, on entre dans des choses qui sont plus du coaching agent. Comment interagir, en fait, des choses de bon sens, mais qu'on oublie éventuellement et que les agents peuvent oublier et qui peuvent générer de l'insatisfaction auprès des clients. Donc là, on est encore au-delà. Donc c'est des verrous, c'est plus des problématiques linguistiques. Après, en termes de verrous technologiques, alors il y a Hugues qui travaille avec moi là-dessus. Je ne sais pas si tu as des idées sur la question. Après, voilà, on va avoir éventuellement... on pourrait s'intéresser à des analyses de chat. Enfin, il y a ça dans le cadre du projet. C'est encore d'autres problématiques. Mais voilà, bon, les verrous technologiques, j'en vois pas tant que ça finalement. Si ce n'est la capacité à comprendre l'implicite dans la langue, ce qui est quand même un sacré défi, à comprendre ce qui se passe dans les différents actes du discours, ce qui n'est pas dit, comment faire pour que les gens soient contents ou qu'est-ce qui fait qu'ils réagissent plus ou moins fort. Et là, on est sur des choses beaucoup plus subtiles que distinguer des thématiques. C'est déjà vachement bien de distinguer des thématiques, mais là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus subtiles. Hugues, est-ce que tu veux ajouter des choses ou il y a d'autres questions peut-être ? Excusez-moi. Oui, le verrou, il est essentiellement scientifique à la base. C'est comment prendre en compte une conversation, comment analyser proprement, automatiquement avec une machine, une conversation qui se déroule entre deux humains. Et comment identifier les points où ça peut basculer, où ça dérape, etc. Après, au niveau technologique, il y a des notions de multicanal, c'est-à-dire aussi de voir comment les gens interagissent, quel canal ils utilisent à quel moment de leur parcours client. Voilà. Ils vont d'abord téléphoner, après envoyer un mail, et puis après utiliser le chat. Enfin voilà, ça c'est d'autres. C'est moins, on est plus loin de la linguistique, mais c'est aussi des questions d'être capable de suivre les différents canaux utilisés par les clients. Voilà. Ok, bon ben on a terminé, à part s'il y a une dernière question peut-être. Non, pas de question. Écoutez, vous êtes bienvenus sur notre stand, il y a du champagne, voilà, et puis il y a surtout plein de petits goodies qu'on peut vous offrir si vous voulez, et puis nos commerciaux et nos équipes qui sont là pour vous conseiller sur notre solution, et puis Cécile particulièrement pour la linguistique. Merci.